Bonjour et bienvenue. Merci de vous être inscrit, merci de vous être connecté de chez vous, de votre bureau pour suivre cette nouvelle table ronde qui est consacrée au programme SAR et au réseau FAIR. Alors SAR comme service d'accompagnement pour la rénovation énergétique et le réseau FAIR comme faciliter, accompagner, informer à la rénovation énergétique. L'ADEME, qui est notre partenaire de cette matinée en particulier, coordonne depuis plus de 10 ans ces deux programmes et nous ferons le point avec des élus sur leur motivation et les bénéfices qu'ils en tirent. C'est ainsi que nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Frédéric Nious, conseiller régional. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué à la politique de l'énergie et à la transition énergétique des Hauts-de-France, ainsi que Monsieur Julien Nicot, responsable de la maison de l'habitat durable à Arras. Bonjour. Faites partie du réseau FAIR. Et puis nous sommes également accompagnés de Roselyne Forestier, coordinatrice nationale du programme SAR pour l'ADEME. Merci d'être avec nous. Et en guise d'introduction à cette table ronde, je vous propose de visionner ce message vidéo de Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre chargée de la transition écologique. Monsieur le maire de Dunkerque, cher Patrice Vergrit, Monsieur le président de l'ADEME, cher Arnaud Leroy, mesdames, messieurs, merci de votre invitation pour me permettre d'aborder avec vous, lors de ces assises de l'énergie, le sujet de l'accompagnement à la rénovation énergétique des logements des ménages. En effet, vous le savez, la rénovation énergétique est l'une des grandes causes du quinquennat. Nous y travaillons en développant très fortement les aides. Je pense en particulier à MaPrimeRénov', qui a atteint 190 000 demandes formulées l'année dernière. C'est extrêmement encourageant. Mais nous devons aussi développer l'accompagnement des ménages. Les très nombreuses visites que je fais sur le terrain, et j'étais encore il y a quelques jours dans l'Oise, dans cette belle région des Hauts-de-France, me montrent que c'est l'accompagnement en conseil, l'accompagnement technique et, le cas échéant, l'accompagnement financier qui font la différence. C'est d'ailleurs ce que les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat nous ont demandé lorsqu'ils ont abordé le sujet de la rénovation énergétique des logements, des guichets uniques qui permettent d'avoir un conseil humain de personne à personne, neutre, libre et gratuit. En fait, ce système de guichet unique, nous l'avons inventé ensemble depuis maintenant 1 an et demi à travers ce programme SAR. Mais le déploiement prend du temps et j'espère que 2021 sera l'année de la concrétisation. Toutes les régions ont maintenant topé dans ce programme et je salue les Hauts-de-France qui l'ont fait au tout début avec Xavier Bertrand. Néanmoins, la mise en œuvre opérationnelle est longue, ne serait-ce que parce qu'il y a une différence entre l'échelon régional, l'échelon départemental et l'échelon qui est vraiment l'échelon opérationnel, l'échelon intercommunal. Et je profite de cette table ronde pour vous inviter vraiment les uns les autres à rentrer pleinement dans cette opérationnalité. Beaucoup d'acteurs sont porteurs aujourd'hui de guichets qui sont réunis sous la bannière FAIR et qui sont réunis dans ce programme et donc financés par ce programme SAR de certificat d'économie d'énergie. Ces guichets sont parfois portés par les DDT elles-mêmes en tant que délégataires de l'ANA ou par leurs opérateurs ou par les ADIL ou par des ALEC ou par des associations plus spécialisées, plus locales. Il faut que tous ces responsables se parlent, travaillent ensemble, se coordonnent pour être sûrs que quelle que soit la porte que les Français poussent, quelle que soit la structure qui est gestionnaire du point d'accueil, l'information est de bonne qualité et elle est complète. Il y a encore des exemples sur le terrain, et je vous avoue que c'était le cas la semaine dernière, d'insuffisante coordination qui font que quelqu'un qui va demander un conseil à un endroit n'a pas d'informations sur les aides qui sont délivrées dans un autre guichet qui est pourtant de la même famille. Je crois que cette coordination est donc très importante. Nous allons continuer l'effort sur la rénovation énergétique des logements l'année prochaine. Avec Bruno Le Maire, nous avons confié à Olivier Sichel une mission pour massifier la rénovation globale des passoires thermiques, et tous les mots comptent. Rénovation globale parce qu'il faut des rénovations ambitieuses, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Passoires thermiques parce qu'il faut commencer à s'attaquer aux logements les plus énergivores, dont les factures sont les plus élevées, dont les émissions de gaz à effet de serre sont les plus élevées, logements dans lesquels le plus de personnes vivent en précarité énergétique. Pour ce faire, nous aurons besoin d'argent, nous aurons besoin d'un modèle économique, mais nous aurons besoin de cette unification des guichets. Il est donc temps que le programme SAR soit pleinement opérationnel partout en France. Je vous remercie.
Voilà, c'était Madame Vargon, Emmanuelle Vargon, ministre déléguée auprès de la ministre chargée de la transition écologique qui aspire à la mise en œuvre totale maintenant du programme SAR. Alors, Roselyne Forestier, en tant que coordinatrice nationale de ce programme SAR, on sait que c'est un processus assez long dans le temps. Il a démarré il y a quelques années avec plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez nous retracer l'historique un petit peu de la mise en œuvre de ce programme SAR? Oui, absolument. Je ne vais pas rentrer dans le détail du programme parce qu'on va vous diffuser juste après une vidéo justement qui explique tous les tenants, les aboutissants, les objectifs du programme. Donc ça ne sert à rien que je revienne dessus. On va juste vous faire un petit rappel de l'historique. Le programme, donc si vous pouviez lancer la première diapo. Donc le programme en lui-même a démarré en septembre 2019, mais il a été précédé, bien entendu, d'une vingtaine d'années d'informations, conseils et de mise en place de services par ce qu'on appelait auparavant les espaces info-énergie, qui sont devenus les espaces FAIRE en 2018. Et ça fait depuis 20 ans, 2001, ça fait depuis 20 ans que ces espaces info-énergie existent. Ils procuraient aux ménages de l'information et du conseil sur la rénovation énergétique et plus largement sur les bâtiments, mais principalement sur les logements. Ils ont été extrêmement efficaces pendant ces 20 dernières années. Ils ont été complétés par les plateformes territoriales de la rénovation énergétique en 2014, qui était une initiative aussi de l'ADEME d'ailleurs, parce qu'on avait constaté que l'information et le conseil, c'était déjà le premier pas, c'était indispensable, mais qu'on voyait bien que sans un accompagnement du ménage tout au long de son projet de rénovation de logement, eh bien, on avait du mal à faire passer le ménage dans une dynamique de projets de rénovation en tant que tel. Et puis, ça permettait aussi d'avoir des projets beaucoup plus ambitieux, parce qu'on l'accompagnait justement. L'avantage également, enfin l'intérêt aussi des plateformes, c'est que il y avait tout un travail de mobilisation des professionnels autour de la rénovation énergétique sur le territoire. Donc, ça permettait d'emmener les artisans, de les former, de les accompagner dans leur formation sur la rénovation énergétique performante, etc. Donc, il y avait tout ce travail à la fois d'accompagnement du ménage au-delà de l'information conseil, et puis la mobilisation des professionnels. En 2015, donc, il y a eu la loi sur la transition, la LTECV, la loi sur la transition écologique et la croissance verte, qui a inscrit dans la loi la nécessité d'informer et de conseiller le particulier pour ses travaux de rénovation énergétique. Et elle a évoqué le besoin également d'accompagner et de mobiliser les professionnels, mais dans un deuxième temps. Mais ça a inscrit dans la loi ce besoin d'info-conseil. Donc ça a permis de dire, voilà, on sait que c'est bien, c'est indispensable de mobiliser des aides financières. Madame Vargon a très bien précisé les choses par rapport à MaPrimeRénov'. Là, on apporte vraiment de l'argent sur la table pour mobiliser des aides financières, pour enclencher les travaux. Mais s'il n'y a pas cette articulation entre les aides financières de façon conséquente, en montant conséquent, et l'accompagnement du particulier, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment les deux. C'est vraiment sur les deux jambes que ça doit fonctionner. Donc, la LTECV a permis de mobiliser ça. Le service public, ensuite, de la performance énergétique de l'habitat a bien précisé les choses. Et puis, en 2018, il a été, suite à une mission, un rapport qui a été élaboré par messieurs Piron et Faucheux, il a été vraiment explicité le fait d'avoir une marque chapeau qui permettait d'avoir quelque chose de très visible, de très lisible pour le particulier, pour s'y retrouver dans justement tous les conseils qui existaient jusqu'à présent sur tous les territoires, mais qui portaient pas toujours le même nom. Donc c'était pas toujours simple pour un particulier de s'y retrouver. D'où le besoin d'une marque chapeau. Ça a été la marque FAIRE, qui en plus permet d'engager les territoires. Également, c'est-à-dire que les territoires qui veulent s'engager dans FAIRE disent ben voilà, on fait avec. Je suis FAIRE avec la région Bretagne, FAIRE avec la région Centre-Val de Loire, FAIRE avec les Hauts-de-France. Donc c'est une vraie marque qui embarque tout le monde et qui est un véritable chapeau. Justement, on a une question, je vous interromps 30 secondes, Roselyne. On a une question en direct. Si vous pouviez arrêter de sans arrêt chambouler les sigles, les déductions fiscales, les modalités d'aide, ce serait un peu plus facile de s'y retrouver. En tout cas, pour le sigle, c'est fait. Maintenant, on a le réseau qui s'appelle FAIRE, et c'est là où on va pouvoir justement s'informer, se renseigner sur les différentes modalités, notamment fiscales, pour vous aider. Tout à fait. Tout à fait.
Pourquoi ce programme? Pourquoi ce programme service d'accompagnement à la rénovation énergétique? Eh bien, c'était pour mettre à plat justement tout ce que l'on avait constaté ces 20 dernières années et qui permettait de dire, bon, on voit bien qu'il nous faut un parcours du ménage le plus construit, le plus articulé possible, le plus intelligent possible, qui à la fois accompagne le ménage, mobilise le professionnel, mobilise tous les professionnels. On parle des professionnels, des artisans, mais il faut également mobiliser les agences immobilières pour qu'elles puissent amener des gens qui sont intéressés pour acheter, pour revendre, donc qui sont intéressés du coup pour faire des travaux, qui sont dans des bons moments. On peut également mobiliser les notaires. Donc on voit bien qu'il y a tout un travail là à faire et quelque chose de très complet. Le programme SAR remet à plat toutes ces choses-là. Et il apporte un financement très conséquent puisque l'ADEME qui participait au financement, qui soutenait bien sûr les espaces info, énergie, espace fer depuis 2018 à hauteur de 20 millions par an, on est avec le programme SAR sur 180 millions sur 3 ans. Donc on passe à 60 millions par an d'accompagnement. Donc on voit bien qu'on on est sur un dispositif de financement bien plus conséquent. Là où je rejoins Madame Vargon, c'est que c'est pas simple. Ça demande de travailler avec les territoires. Les territoires, alors si on peut passer à la diapo suivante, là on voit que les territoires ont été extrêmement engagés. L'année 2020 a été une année compliquée, difficile, mais alors hyper challengeante pour tout le monde, pour à la fois les territoires, pour les structures qui accueillent qui sont les employeurs des conseillers fer. Monsieur Nico en parlera tout à l'heure. C'est vraiment challengeant pour tout le monde, mais les territoires se sont engagés de façon très massive. Depuis début 2020, il y a 3 territoires qui ont commencé à réaliser des actes SAR, la Bretagne, Centre-Val de Loire, la métropole du Grand Paris. Et puis, on le voit là sur la carte, aujourd'hui, au 1er janvier 2021, quasi la totalité des territoires, plus de la métropole, sont engagés dans SAR, commencent à émerger dans SAR. Pour l'anecdote, et vous verrez pas ces chiffres, je vous les donne, on a enregistré en une semaine 4500 actes SAR en une semaine, donc depuis le 4 janvier 2021, et donc deux départements d'outre-mer sont également engagés dans SAR, donc la Réunion et la Guadeloupe, qui sont des départements extrêmement dynamiques et vraiment prêts à passer le cap. Mais vous verrez qu'à partir d'aujourd'hui, ça va encore décoller. C'est ce qu'on appelle l'effet assise de la transition énergétique. C'est vrai. Je vous le souhaite, en tout cas. C'est tout pour vous, Roselyne? Oui, peut-être vous donner 2-3 chiffres très rapidement pour vous préciser les choses. Donc, on a aujourd'hui 26 porteurs associés. Porteurs associés, ce sont les territoires, les collectivités qui portent le programme sur leur territoire. On a 17 conventions territoriales, 21 financeurs, puisqu'on est dans un programme C2E, donc les financeurs s'engagent. 21 financeurs se sont mobilisés pour... on a, pour la petite histoire, 400 financeurs qui se sont présentés, qui sont portés volontaires. Et on en a sélectionné 21. Et puis, on a un volume C2E aujourd'hui de mobiliser qui est de l'ordre de 147 millions d'euros. Et alors, un chiffre très important, c'est que les territoires doivent apporter à minima 1 euro. Pour 1 euro C2E, il faut 1 euro fonds publics. Sauf que les territoires ont apporté beaucoup plus, puisqu'on est aujourd'hui à 174 millions d'euros de mobilisés par les territoires. Merci beaucoup, Roselyne Forestier. Ce point historique du programme SAR me semble important, mais il est grand temps maintenant d'en savoir peut-être un petit peu plus sur la mécanique et le fonctionnement de ce programme. Je vous propose de le découvrir avec cette vidéo. Le programme SAR, comment ça marche? La France compte aujourd'hui environ 7 millions de bâtiments chauffés de façon excessive à cause d'une mauvaise isolation. On parle de passoires thermiques. Logements individuels, collectifs ou locaux à usage professionnel, ces bâtiments font grimper la facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Pour lutter contre la précarité énergétique et respecter les accords de Paris, l'objectif est d'éliminer les passoires thermiques d'ici 2025 et de rénover l'ensemble du parc immobilier au standard bâtiment basse consommation d'ici 2050. Pour y parvenir, l'État incite les collectivités territoriales, et prioritairement les régions, à porter sur leur territoire le déploiement du programme SAR. Ce dispositif de financement vise à soutenir et généraliser la rénovation énergétique dans les territoires
avec 3 grands objectifs. Consolider les dispositifs territoriaux existants, comme les espaces conseils faire, chargés de faciliter, d'accompagner et d'informer en matière de rénovation énergétique, et les compléter pour couvrir tout le territoire. Assurer aux particuliers comme aux professionnels un parcours d'accompagnement complet vers la rénovation énergétique. Et mobiliser l'ensemble des collectivités territoriales et des professionnels du bâtiment comme de l'immobilier pour créer une dynamique de rénovation. En complément des fonds débloqués par les collectivités, 200 millions d'euros apportés par les certificats d'économie d'énergie sont mobilisables sur 3 ans, dès aujourd'hui et jusqu'à 2024, pour financer des actions incitant ménages et professionnels à rénover leurs logements ou leurs locaux en jouant simultanément sur 3 leviers: le conseil, l'accompagnement et la mobilisation des acteurs. À certains moments clés, comme l'achat d'un logement ou un remplacement de chaudière, particuliers et professionnels ont besoin d'un conseil neutre, gratuit et indépendant pour réaliser des travaux d'économie d'énergie et les financer. Ce conseil peut être technique, juridique ou financier, avec notamment un appui pour identifier les aides disponibles et monter un plan de financement global du projet. Particuliers et professionnels ont également besoin d'être accompagnés par un référent à chaque étape de leur projet de rénovation, du conseil sur les solutions adaptées à leurs besoins jusqu'à la phase de contrôle de la bonne exécution des travaux. Enfin, en plus des professionnels du bâtiment qui réalisent les travaux, d'autres acteurs comme les agences immobilières, les études notariales ou même les grandes surfaces de bricolage doivent être mobilisés et agir en faveur de la rénovation énergétique en informant et guidant efficacement particuliers et professionnels. Missionnée par l'État, l'ADEME accompagne les régions et les collectivités en facilitant la coordination et la mise en œuvre du programme SAR dans les territoires. Voilà, une phrase qui me permet un enchaînement avec notre séquence suivante. La mise en œuvre du programme SAR sur le territoire. On en parle tout de suite avec vous, monsieur Frédéric Nious. Vous êtes conseiller régional Hauts-de-France, délégué à la politique de l'énergie et à la transition énergétique. Alors, la mise en œuvre du programme SAR sur le territoire, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager dans cette démarche dans les Hauts-de-France? Ça fait déjà longtemps que la région Hauts-de-France est engagée sur le sujet, à partir d'un constat qui a été rappelé d'ailleurs par la présentation de l'ADEME tout à l'heure, c'est que le nombre de passoires thermiques qui est colossal en France, et en particulier dans notre région. Il faut savoir quand même qu'on a 60% du parc immobilier en Hauts-de-France qui date d'avant les années 75, c'est-à-dire avant les premières réglementations thermiques. Et en plus, on a une grande part de ce parc immobilier qui est détenu par des propriétaires modestes, très modestes. Donc tout ça, contexte social, le contexte donc forcément technique, nous a amené à chercher des outils de façon à pouvoir rendre accessible à tout le monde, parce que c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est la massification, il n'y en a pas d'autre, de rendre accessible à tout le monde dans tous les territoires cette rénovation énergétique. Et à partir de là, on s'est fixé une feuille de route. Ça a été rappelé d'ailleurs par la ministre tout à l'heure, c'est que le parcours, c'est essentiel, mais pour l'instant, c'était un parcours du combattant. S'y retrouver dans ce maquis administratif des aides diverses et variées, des collectivités, des associations, de l'État, avec différents dispositifs qui changent régulièrement. Cyrus l'a rappelé tout à l'heure. C'est quand même compliqué de s'y retrouver. Donc le but, c'était de rendre tout ça accessible. Et la feuille de route que nous a fixée Xavier Bertrand et qu'on suit dans le cadre de ma délégation, c'est simplifier, faciliter et amplifier. C'est ça qu'il faut faire. Et il y a un nouvel élément qui est intervenu depuis l'année dernière, à cause de la crise sanitaire et donc de la crise économique et sociale, c'est aussi la relance. Parce que tout ça, derrière, c'est de l'emploi, c'est du travail. Et à partir du moment où on fait ces travaux de rénovation, hormis quelques arnaques, on va parler clairement sur les choses dans certains travaux de rénovation qu'il peut y avoir,
tout le monde est démarché, harcelé aussi au téléphone par certains opérateurs. Non, à côté, il y a des choses sérieuses qui se font. Elles sont accompagnées par l'État, par l'ADEME, par les collectivités, comme la région, comme les intercommunalités ou les départements, qui permettent de faire ça sérieusement. Et on se rend compte dans ce cas-là que les travaux, ils sont faits par l'artisan qui est au bout de la rue ou par la PME qui est dans la commune d'à côté. Et donc, on est dans un circuit court de la rénovation énergétique. Et quand le bâtiment va, tout va. Alors, c'est bien parce qu'on répond aux 3 objectifs qu'on s'est fixés. C'est l'objectif écologique, ça a été rappelé, gaz à effet de serre, la déperdition thermique, énergétique. Un objectif social aussi, de permettre à tout le monde de pouvoir rénover son bâtiment, son logement, quel que soit son niveau de revenu. Et 3, c'est un objectif économique, c'est du boulot localement pour nos artisans, nos entreprises. Alors, vous m'avez répondu donc sur la question des objectifs. Vous avez un support PowerPoint. Vous me dites quand on fait défiler un petit peu. Voilà, justement, c'est le parcours qu'on a imagé là ici. Le mot clé, ça a été rappelé tout à l'heure par Madame la Ministre, ça a été rappelé par l'ADEME, c'est l'accompagnement. Il faut permettre à tout le monde de s'y retrouver dans tout ça. Et à partir de nos partenariats avec le FAIR avant les EIE, FAIR, la présence dans les territoires, le programme SAR, on a mis en place au niveau de la région le programme régional de l'efficacité énergétique avec l'ADEME, avec l'État, de façon à pouvoir mettre en place un dispositif simplifié, accessible à tous, partout, dans tous les territoires, qu'on soit dans les zones métropolitaines, ici sur le territoire de la CUD, mais aussi dans les communes rurales du fin fond de nos campagnes des Hauts-de-France. On a lancé le guichet unique de l'habitat, toujours dans l'objectif de simplifier, de mettre en cohérence, de façon à ce qu'on considère que ça n'est pas aux particuliers d'aller chercher, comme avant, d'appeler dans 10 officines, d'aller faire 3 bureaux et je ne sais combien d'administrations pour avoir tous ces renseignements. On considère que c'est à nous, collectivités, de simplifier les choses et d'apporter les éléments justement aux personnes. On a mis en place le guichet unique de l'habitat. Ça couvre à peu près... Depuis 2 ans, on couvre à peu près 2,5 millions d'habitants. Il y a une deuxième phase qui vient d'être introduite ici, 14 nouveaux territoires qui couvrent ça. La communauté urbaine de Dunkerque a été une des premières à répondre à cet enjeu. Et ça permet aussi de s'adapter aux réalités du terrain. Il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution monolithique sur les choses. Il faut accompagner ce qui se fait déjà sur les territoires, avec les opérateurs, avec les collectivités. Je me permets de vous interrompre une seconde. On a justement une question en direct sur le chat. Si une entreprise veut rénover ses bâtiments, le contact, c'est l'ADEME ou c'est la commune ou est-ce que c'est justement ce guichet le guichet unique est à destination des particuliers. Ah, c'est particulier. Pour les entreprises, il faut contacter soit l'ADEME, effectivement, soit la région sur notre site internet, puisqu'on a en place justement des dispositifs particuliers pour les entreprises. C'est le FRATRI, par exemple, le Fonds régional d'amplification de la 3e révolution industrielle, qui permet d'accompagner les entreprises dans la rénovation de leurs bâtiments en utilisant des énergies renouvelables, de l'isolation, un réseau de chaleur ou ce genre de choses. On va mettre en place d'ailleurs d'autres choses à ce niveau-là. Mais là, sur la question purement du logement, oui, le guichet unique va permettre de la proximité aussi dans les territoires, parce que la question de la mobilité, c'est un enjeu écologique aussi, mais c'est un enjeu social aussi dans nos territoires. Et donc, on considère que c'est à nous, personnes publiques, d'aller à la rencontre au plus près des habitants pour leur apporter toutes ces solutions. Et dans ce parcours, on accompagne ensuite sur un diagnostic. On a mis en place en 2020 le passeport énergétique du logement. C'est une première en France, tout comme le guichet unique également. On est quand même une région pionnière dans les Hauts-de-France sur ces services-là. Et donc, ça permettra de savoir à partir d'un type de logement ce qu'il y a grosso modo à faire comme outil de rénovation. Les gens ont besoin aussi de gérer leur porte-monnaie, surtout dans le contexte actuel. Et ensuite, ça pourra toujours, via les conseillers FAIR, via les guichets uniques, ça permettra, à partir du moment où le particulier prendra la décision de rénover en connaissance de cause son logement, d'être orienté sur notre service public de l'efficacité énergétique, le SPE, qui a reçu Madame la Ministre d'ailleurs la semaine dernière à Beauvais, dans l'Oise, pour lui montrer que justement avec du tiers financement, on peut faciliter les choses. En gros, venez nous voir, on s'occupe de tout. Il y a un ticket d'entrée assez modeste.
on avance les fonds, un peu comme la carte verte quand on va à la pharmacie, hein, on avance les fonds pour le particulier, le SPE se rembourse ensuite en allant chercher les aides et avec les économies d'énergie, et on accompagne les travaux. Conducteur de travaux en matière de rénovation énergétique, c'est un vrai métier. C'est pas le métier de tout le monde. On peut faciliter les choses, sécuriser et apaiser les particuliers en les accompagnant sur cette conduite de travaux, en allant leur chercher des financements auprès des banques à des meilleurs taux, grâce à une association avec l'Europe aussi, parce que c'est une première européenne. On a des prêts de la Banque européenne d'investissement, de la BEI, qui nous permet justement d'avoir des prêts à taux long, 25 ans, quel que soit l'âge du propriétaire. On a signé un contrat pour une personne de 82 ans il n'y a pas longtemps, justement, qui permet de faire ces travaux. C'est un taux de 2,5%, vous voyez, c'est assez intéressant sur du temps long, et ça permet de faire tous ces travaux. Et ensuite, on accompagne le particulier après les travaux sur l'utilisation de ces nouveaux outils, de ces nouveaux thermostats, de sa nouvelle chaudière, etc. Il y a une formation post-travaux à l'utilisation de l'économie d'énergie. Et grande nouvelle depuis 2020, c'est qu'en plus, notre SPE, à titre expérimental, c'est une première aussi, peut accorder les prêts, l'éco-PTZ, hein, le prêt à taux zéro, hein, et d'accompagner ces personnes. Le but, c'est d'aller faire des travaux. Ça génère aussi du travail pour nos entreprises, pour nos artisans. Hein. 1 euro investi en rénovation énergétique avec notre SPE, c'est pas loin de 16 euros générés en travaux dans les entreprises. Donc, derrière, il y a de l'activité et ça permet vraiment de relancer les territoires et puis de remplir nos objectifs. On parlait des accords de Paris, on peut parler des COP, etc. Mais avec tout notre système, notre parcours, simplifier les choses auprès des particuliers et des habitants, et bien derrière, ça permet à la fois de relancer le territoire, de répondre à nos objectifs et à nos ambitions énergétiques qui ont été traduites dans notre mix énergétique au niveau de la région avec Xavier Bertrand, et également d'apporter une réponse à la situation du territoire, des habitants de façon sociale. Vous le voyez sur le terrain au quotidien, hein, que ça s'adresse autant à un promoteur immobilier, hein, qu'à une personne qui est éligible aux critères de l'ANA, par exemple, et qui peut bénéficier du coup, et je terminerai là-dessus, à avoir des aides spécifiques comme l'aide AREL, c'était un des slides précédents, l'aide AREL, hein, qui est une aide régionale directe de la région, pour les propriétaires très modestes éligibles à l'ANA. Ce sont des aides qui vont, on les a doublées ici avec le plan de relance, qui vont jusqu'à 5 700 euros, c'est pas neutre quand même, hein, pour des travaux, et qui sont versés avant le commencement des travaux. Ça permet de payer les acomptes aux artisans, par exemple, ou d'aller déclencher un petit prêt à la banque pour des personnes modestes et à revenus modestes. C'est important et ça génère de l'activité. Vous le voyez ici, avec des résultats très intéressants depuis le lancement de cette opération. Hein, on est, vous voyez, le 4400 dossiers déposés, 3659 logements rénovés, près de 10 000 personnes impactées par ces travaux. Voilà, c'est du concret. Ce qui compte, la rénovation, c'est maintenant, c'est en clair, c'est d'arrêter effectivement les changements de cycle, les réflexions, etc. Ça change tout le temps, il faut le reconnaître, hein, au niveau des normes ou au niveau national avec les déductions d'impôts. C'est déductible, c'est plus déductible, ça le redevient, etc. Maintenant, il faut sécuriser les choses pour les habitants, pour les entreprises et les artisans, et il faut avancer parce que vous l'avez vu, ça a été rappelé, l'enjeu est colossal. Il y a 7 millions de passoires énergétiques en France. Il y a du travail. Merci beaucoup, monsieur Nious. Vous m'avez offert aussi l'occasion de passer le flambeau à votre voisin, monsieur Julien Nicot, responsable de la Maison de l'Habitat Durable à Arras. Alors vous êtes membre du réseau FAIRE. C'est vous qu'on vient voir. Il y a eu des questions sur le chat pour savoir à qui il fallait s'adresser, la commune, l'ADEME. Ben, on peut se rendre chez vous. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est un peu le maillon opérationnel de tous ces dispositifs, qu'ils soient nationaux, régionaux ou départementaux. C'est vrai que ce soit les maisons de l'habitat durable, les guichets uniques de l'habitat, les plateformes, enfin voilà, selon les territoires, les sigles et les noms changent. J'ai envie de dire, la philosophie reste la même. C'est vraiment d'accompagner dans la proximité les propriétaires, les locataires, propriétaires, bailleurs, occupants. Enfin, les cibles sont quand même relativement larges. Très prochainement, en plus, ça fait partie des nouvelles missions qui vont arriver. L'accompagnement tertiaire également, qui est un futur enjeu très important pour nous. J'ai envie de dire, on a les guichets uniques de l'habitat ou les conseillers FAIRE, c'est l'humain dans l'histoire.
c'est l'humain, c'est-à-dire que c'est la personne référente en local qui va pouvoir donner auprès du propriétaire la pleine information sur ce qu'il a droit. Et aussi sur ce qu'il n'a pas droit, parce que ça fait partie des réalités aussi. On a aussi beaucoup de gens, de par les communications qui peuvent être faites, de par les téléphones, les appels téléphoniques de certains, vous avez droit à plein de choses et au final, la réalité n'est pas toujours celle-ci. Quoi qu'il en soit, c'est notre objectif et l'objectif du conseiller FR, il est en fait de 4 ordres. Le premier ordre, ça va être surtout un conseil, en effet, comme on l'a évoqué, un conseil qui va être sur les aides financières. Souvent, il ne faut pas se le cacher, la réalité, c'est que les gens viennent nous voir pour savoir combien j'ai droit. Voilà, c'est quoi les montants des aides que dont je peux bénéficier. Et donc, en fait, l'objectif du conseiller, ça va être de pouvoir donner la pleine information, de par sa connaissance aussi de tout l'écosystème financier, comme vous le soulignez tout à l'heure, qui est, il faut le dire, complexe, diversifié, pas toujours simple. Et donc, en fait, on va accompagner dans la dentelle, au regard du profil du ménage, les aides dont il peut bénéficier. Les aides dont il peut bénéficier de par son profil en tant qu'individu, mais également par rapport au profil de son projet de travaux. Et donc, ça renvoie à la deuxième mission forte du conseiller FR, qui va être d'accompagner le propriétaire dans un projet de travaux pertinent. Notre objectif, il ne faut pas se le cacher, c'est d'essayer de faire en sorte que le projet soit un peu plus ambitieux que la première raison qui amène le propriétaire. Souvent, nous, la grande majorité des propriétaires, c'est je veux changer ma chaudière, je veux faire une isolation par l'extérieur, je veux faire de la ventilation. Notre travail, le travail du conseiller, ça va être de dire, attendez, on va poser les choses calmement, on va regarder ensemble quelle est un peu la physionomie de votre logement, quelles aides vous pouvez bénéficier, et derrière, on va essayer de travailler sur quelque chose d'un peu plus qualitatif, si vous en êtes d'accord. Parce que ça, c'est un point qui est très important. Et historiquement, c'est vrai que les conseillers FR avaient surtout la première mission de renseigner sur les aides et de pouvoir accompagner, certes techniquement. Mais là, l'importance également et des nouvelles missions qui s'inscrivent dans la philosophie du SAR, c'est aussi d'accompagner, de prendre par la main le propriétaire et de lui faire co-construire son projet. Pour pas qu'il subisse le projet. Parce qu'il faut se dire les choses... Oui, non, je voulais vous laisser au moins terminer votre phrase, mais on a une question justement sur le chat en direct. Est-ce que le service propose des visites à domicile ou les conseils se limitent-ils à des conseils à distance? Vous allez la très grande majorité des conseils se font en effet à distance ou en présentiel lors de conseils individuels. C'est-à-dire que la principale mission du conseiller va pas être d'être à domicile. Néanmoins, le travail du conseiller, c'est de pouvoir orienter les propriétaires sur les bonnes personnes. Ça va être le SPE, le cas échéant, sur certains projets. Ça va être l'opérateur ANA, si la personne est éligible à des aides financières de la part de l'ANA. Opérateur d'action logement selon le type de financement dont peut prétendre le propriétaire. Ça va être, malheureusement, pour des propriétaires qui ne peuvent pas bénéficier directement d'aides financières, de pouvoir orienter le cas échéant sur des partenaires conseils. Ça peut être des architectes, des maîtres d'œuvre, qui s'inscrivent aussi dans la dynamique et dans la philosophie locale, de travailler en bonne intelligence et en bonne pratique sur les bons postes de travaux. Donc en fait, j'ai envie de dire, le rôle du conseiller, c'est aussi d'être aiguilleur, de pouvoir orienter sur les bons professionnels. Je le précise quand même, les conseillers FR, ils sont neutres, indépendants, et on travaille dans une démarche vraiment de co-construction avec le propriétaire d'un projet avec lui. Oui, puis comme le disait Monsieur Nios, il faut parfois avoir besoin de conseils pour faire le tri dans la jungle des sollicitations que les particuliers peuvent avoir dans ce genre de cas. Comment travaillez-vous avec la région pour déployer ce service sur le territoire alors? Ça fait des années qu'on travaille avec la région. À l'époque, il y a quelques années, il y avait eu le plan 100 000 logements qui avait amorcé une certaine dynamique de partenariat entre les territoires et puis les collectivités. Au jour d'aujourd'hui, on a les aides AREL qui sont vraiment un élément moteur dans la dynamique territoriale et dans les aides financières. Un des éléments aussi également importants, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est en effet la présence de partenaires techniques, comme le SPE, qui sont vraiment d'une aide précieuse, notamment sur certaines cibles où des fois on est un petit peu démunis, nous collectivités. Je pense à la cible des copropriétés par exemple, où le SPE a une expertise très fine sur ce type d'intervention, et donc pour nous c'est une aide précieuse en ingénierie, parce que ça c'est aussi important derrière. C'est-à-dire que l'accompagnement auprès du propriétaire, on ne peut pas vendre du rêve. C'est-à-dire que derrière, si on souhaite accompagner de A à Z le propriétaire, il faut pouvoir être en capacité de proposer une ingénierie compétente de A à Z au niveau du projet. Un autre élément qui est extrêmement important au niveau de la région a un rôle d'animateur territorial.
territoriale, c'est-à-dire que en lien également avec l'ADEME, la région, les territoires, un réseau se constitue, un réseau au niveau de la région des Hauts-de-France, mais je présume sur l'intégralité des régions françaises, qui fait qu'on discute, on échange sur les bonnes pratiques, on échange aussi sur les limites, les points d'amélioration sur nos différents dispositifs. Également, un point qui est extrêmement important, c'est que la région est un partenaire financier très important, puisqu'elle finance à plus du tiers les postes de conseillers. Et donc ça, c'est une manne financière qui est extrêmement importante pour nous, qui nous rassure, qui rassure les territoires aussi dans la pérennisation des postes de conseillers, et qui nous permettent aussi de nous projeter, c'est-à-dire de travailler avec l'ADEME, avec la région, sur des montées en compétences aussi, dans la montée en compétences des savoir-faire, dans la montée, on évoquait tout à l'heure les copropriétés, mais également dans la montée en compétences de la très haute performance énergétique, parce que c'est un point extrêmement important. L'ANA, par exemple, dans les nouvelles modalités, demande à avoir un gain de 35% désormais au niveau de leur projet. Donc ça veut dire qu'au niveau des propriétaires, il faut être en capacité également de leur proposer des solutions techniques adéquates. Et donc c'est un partenaire qui pour nous est extrêmement important, un partenaire d'animation, un partenaire également financier, je l'évoquais. Et puis, c'est un partenaire également en termes de communication, c'est-à-dire que nous, au même titre que l'ADEME, néanmoins à des échelles différentes, mais c'est vrai que ce qu'il est important d'avoir bien à l'esprit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut être multicanaux en termes de communication. C'est-à-dire que nous, avec nos petits bras musclés de collectivité, on ne peut pas faire non plus des milliers et des cents, et on a besoin, c'est impératif, d'avoir une communication nationale, c'est le dispositif FAIRE, c'est la communication que fait l'ADEME, une communication régionale également, auprès d'un certain nombre de partenaires, les structures qui encadrent par exemple les entreprises, auprès de certains axes de communication. Et j'ai envie de dire, plus l'écosystème sera diversifié, plus l'écosystème sera fort, plus on travaillera ensemble et plus on permettra d'arriver à cette massification que l'on veut tous. La communication, c'est un petit peu aussi ce qu'on fait aujourd'hui en direct maintenant pour essayer de faire comprendre un peu mieux ces dispositifs. Pardon ? Je voudrais apporter une précision Je vous en prie. importante et qui répond d'ailleurs à mes voisins et partenaires ici présents. C'est que justement, au mois de février, donc dans quelques semaines, oui, à la région, en plénière du Conseil régional, sera déposé et voté le dispositif justement SAR, et qui annoncera à la fois une convention triennale, de façon à sécuriser les choses, et qui sera ensuite décliné avec les intercommunalités pour sécuriser les choses, les financements notamment de tous ces conseillers pour ces guichets uniques et autres. Donc on est vraiment dans l'actualité, ça sera voté dans un mois, quoi. Très bien, merci beaucoup, on est vraiment dans l'actualité. Donc on arrive à la fin de cette table ronde. Je vous propose de consacrer quelques minutes aux questions qui nous ont été posées. Elles ont été nombreuses, j'ai vu le chat défiler à grande vitesse, on a pu répondre à 2 ou 3 d'entre elles. Est-ce qu'on peut répondre à celle-ci? 200 millions sur 3 ans, 147 millions mobilisés juste sur cette année, on n'ira pas au bout du programme sans rallonge. Alors ces 200 millions, c'est le programme national? Alors oui, Roselyne, je crois qu'il faut juste un tout petit peu expliquer, oui. En fait, c'est 180 millions sur 3 ans pour les territoires. Oui. Quand on dit mobiliser, 147 millions mobilisés cette année, donc c'est 147 millions qui sont déjà mobilisés, mais pour tous les territoires qui se sont engagés sur 3 ans. Donc je ne sais pas si je suis claire, mais c'est bien 147 millions qui sont préemptés sur les 180 millions qui sont pour les territoires. J'espère que c'est un tout petit peu plus clair. C'est un peu plus clair, oui, effectivement. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a comme question encore? Il faut donner des... Ah non, pas celle-là. Allez-y, affichez-moi une question qu'on puisse y répondre. C'est les sommes dont vous parlez et les sommes allouées au niveau régional, Monsieur Nioux, elles se complètent ou comment ça se passe? Alors, je peux, et puis vous compléterez ou vous corrigerez si je dis des bêtises. En fait, chaque territoire... Donc c'est majoritairement les conseils régionaux qui se sont engagés dans le SAR, sauf dans 2 territoires que sont Île-de-France et PACA, où là il y a on va dire un mix de porteurs associés que sont les départements, les métropoles et les conseils régionaux. Mais majoritairement ce sont les conseils régionaux. Donc chaque territoire, conseil régional, a identifié ses objectifs en termes de rénovation énergétique sur l'ensemble de la palette d'actes métiers qui peuvent être réalisés dans SAR. Je ne rentre pas dans le détail, c'était un peu présenté dans la vidéo, vous aurez beaucoup plus d'infos sur le site du MTES, page SAR, si vous le souhaitez, mais c'est ça l'idée. Donc chaque territoire a identifié ses objectifs, voilà, moi je vais faire 300 000 actes information, qui est rémunéré à temps
par le programme, et moi, en tant que territoire, je dois apporter à minima la même chose. Donc, voilà comment a été bâtie la maquette financière pour chaque territoire. D'accord. Et c'est ça qui permet, donc, pour chaque acte métier a été identifié l'objectif et évidemment le montant financier qu'on met en face. Et c'est ça qui permet de dire, la maquette financière qui permet de dire, voilà, moi, territoire, je préempte 10 millions, 15 millions sur le programme parce que mes objectifs me permettent de dire j'ai besoin de ça. C'était utile de le préciser, je crois. Alors on nous dit les collectivités ont aussi créé leur marque. Il y a donc concurrence de marques au final. Vrai ou faux? Vrai et faux. Ah, Ouais. Monsieur Oui Nious, et non. Oui. on a créé une marque dans les Hauts-de-France. On a simplifié. Vous avez le SPE, Oui. le pass rénovation Hauts-de-France. Vous avez AREL, l'aide régionale directe à la rénovation énergétique. Il faut identifier, on vient de le dire, effectivement, identifier à quoi on a affaire et ce à quoi on a droit. Mais voilà, le but, c'est de simplifier aussi les choses. On a évité la dispersion de dispositifs et autres. On a harmonisé les choses. Vous l'avez vu au travers du parcours. Le SPE, qui était une expérimentation, par exemple, menée en Picardie, est étendu au Nord et au Pas-de-Calais à compter de cette année. Voilà, c'est un dispositif pour un territoire. C'est simplifier les choses. Mais il faut les identifier, justement, ne serait-ce que pour faire les maquettes financières, pour aller chercher les financements. Mais après, il y a plusieurs fonds. Pour reprendre aussi la question précédente sur les financements, il y a plein d'opérations. Il y a le RBM pour le bassin minier, où la région met par exemple 30 millions d'euros pour la rénovation de 25 000 logements. Vous avez des fonds européens aussi qui sont en négociation en ce moment même au niveau de la région et de l'Europe pour pouvoir apporter des fonds sur la rénovation énergétique. J'ai cité la Banque européenne de l'investissement qui nous prête 60 millions d'euros pour le SPE, pour agir sur le territoire. La région met quelques millions d'euros pour le financement des ex-EIE, maintenant des conseillers FER sur le territoire. AREL, c'est 4 millions d'euros par an. On est passé à 6 millions avec le plan de relance. Donc vous voyez, de l'argent, voilà, c'est un objectif. Et je rappelle quand même que ce soit au niveau national, mais au niveau régional, la rénovation énergétique des logements et son accompagnement fait partie des priorités, des 5 priorités, des 5 piliers du plan de relance régional lancé par Xavier Bertrand ici en Hauts-de-France. Julien Nicot. Oui, je pense qu'objectivement, la multiplication des marques n'est pas un problème en soi. Ce qui est surtout important, c'est que justement un maximum de personnes puissent bénéficier d'un accompagnement. Donc si on est plusieurs, je parlais d'écosystème tout à l'heure, si on est plusieurs à tirer dans le même sens et à faire en sorte qu'in fine, les gens se retrouvent face à un conseiller FER qui l'accompagne, un conseiller FER ou un partenaire technique qui l'accompagne, on aura tous gagné au final. Ouais. C'est ça l'important. Ce qui compte, c'est le résultat. Hein. Tout à fait. Et peut-être préciser qu'en fait, l'intérêt de FER, c'est qu'il n'y a pas concurrence de marque, parce qu'on peut toujours, ce qu'on fait, je pense à la Bretagne, on dit faire avec Rénov Habitat Bretagne. Donc l'avantage, c'est que c'est une marque qui peut se permettre qui peut se conjuguer avec les marques locales. Donc c'est pour ça que je disais vrai, oui, il y a des marques locales évidemment et elles sont importantes. Et puis il faut dans le sens où non, elles ne se font pas concurrence, elles se conjuguent. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà, on arrive vraiment à la fin de ce plateau. Je vous invite, comme à chaque fois, à vous reporter sur le site internet des Assises européennes de la transition énergétique, assise-énergie.net, pour découvrir de nouvelles infos, répondre peut-être aux questions que vous vous posez, que vous nous avez posées et que nous n'avons pas pu, manque de temps, apporter une réponse. En tout cas, merci de votre suivi. Vous restez avec nous parce qu'on va enchaîner tout de suite, après juste un petit jingle, avec 2 nouveaux élus qui viendront témoigner de leur engagement dans ces différentes démarches et qui vont même s'engager en direct devant vous. Donc ce sera quelque chose de très sérieux. Ça durera un quart d'heure environ. Donc vous ne bougez pas, vous restez là. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite.